Bien sûr, il y a toutes sortes de conséquences pratiques que je vais maintenant énumérer très rapidement. Premièrement, le terrorisme est une affaire de police et non pas d'armée. Le terrorisme est une menace pour les personnes et pour les sociétés, nous en sommes bien conscients. Quoique, nous ne voyons pas le cœur du danger, parfois, au même endroit que d'autres. Je fais le constat que le 90% des attentats classés comme terroristes sur le sol de l'Union européenne résultent des menées séparatistes et des nationalismes. Tandis que ceux qui sont attribués à la mouvance islamique correspondent à peine à 1% de ceux qui s'observent. Et quoi qu'il en soit, puisque chacun observe bien qu'il résulte de plus en plus d'adhésions qui viennent de citoyens de nos propres pays, il y a lieu d'en faire une affaire de police et non pas une affaire militaire, et de veiller à ne jamais intérioriser le prétendu concept de défense globale qui font en un tout sans bord les questions intérieures et les questions internationales, et qui militarise nos sociétés démocratiques. Car bien sûr, c'est sur cette militarisation globale que commence la dérive qui produit un complexe militaro-industriel qui finit par prendre le pouvoir, car toujours, lorsqu'on laisse ces pentes-là commencer, elles vont jusqu'au bout. Le président Sarkozy aurait été mieux inspiré de ne pas réduire de 12% le budget de la DCRI s'il avait voulu qu'elle conserve un niveau d'efficacité correct. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne l'a pas. J'estime que du bon travail est fait et que ce n'est pas sur le coin d'un comptoir que nous allons délibérer entre nous de ce qu'il faudrait faire ici ou là, de quelle manière il faut donner un assaut, de quelle façon il faut espionner, parce que ce sont des métiers et nous ne sommes pas des professionnels de cette branche d'activité. En attendant, compte tenu du niveau extrêmement faible de vérification des menaces concrètes, la doctrine restera pour nous que ce sont des questions qui dépendent de la police et pas de l'armée, et qu'on ne confondra pas les deux activités. Nous sommes d'ailleurs, d'une manière générale, opposés à la militarisation des tâches de police et à la transformation des activités militaires en activités de police. Ça n'a rien à voir, ce sont des métiers complètement différents, des servitudes différentes et des risques différents. L'autre conséquence est que, partisans que nous sommes de la paix et du désarmement, si nous sommes partisans des conférences internationales qui peuvent rendre possible ce désarmement et qui seront un des objets de cette nouvelle alliance altermondialiste que je propose, pour autant, nous n'abaisserons jamais notre vigilance sur les raisons qui peuvent conduire de l'intérieur des nations à des politiques bellicistes. Une de ces raisons, je l'ai signalé tout à l'heure, est la privatisation des activités de défense. Nous sommes donc profondément et irréductiblement opposés à l'externalisation des besoins de défense, en fourniture de tous ordres, et en particulier opposés à la privatisation des activités humaines de défense. Nous voyons d'un très mauvais œil le rapport commun qui a été déposé à l'Assemblée nationale par un député de l'UMP et un député socialiste qui prétendent élargir la possibilité d'employer des gens à des activités militaires sur une base privée, sorte de pendant de ces mercenaires que l'on voit à l'œuvre en Afghanistan et dans les autres pays où les États-Unis d'Amérique ont retiré leurs troupes régulières et les remplacent par des officines privées. Ce qui permet de les soustraire évidemment encore davantage au contrôle, à supposer que l'armée américaine soit contrôlée par quelqu'un aux États-Unis à part par elle-même, comme c'était leur devoir. Ce rapport est très inquiétant parce qu'il commence ce que j'appellerais un processus de mithridatisation des consciences qui habitue à l'idée qu'après tout, c'est une activité comme une autre. Non. Et nous sommes pour en rester très strictement
à la loi de 2003, si mes souvenirs sont bons, qui proscrivent l'usage des mercenaires, quelle qu'en soit la forme en France, et j'ajoute que des punitions spéciales doivent être imaginées contre ceux qui essaieraient de contourner cette décision souveraine du pays. En particulier, non seulement des peines d'emprisonnement, d'amende, aussi lourdes que possible, mais on peut même imaginer que certains soient déchus de la nationalité française, tant on considère que c'est une activité absolument indigne pour un républicain ou pour un pays comme le nôtre, que quelqu'un loue les services de sa vie et de sa mort pour des activités qui dépendent exclusivement du peuple en armes, comme c'est la conception de la République française. L'indépendance inclut que notre industrie d'armement soit en état de fonctionner. Et donc, qu'elle couvre, à mesure des besoins, ce dont nous avons besoin en toute indépendance. J'ai vu bien des naïfs se réclamer de je ne sais quel improbable effort commun et vouloir qu'on produise ensemble avec les Anglais ou je ne sais qui des armements, semblant oublier que les lois américaines interdisent l'usage de ces matériels dès lors qu'ils contiennent une partie de pièces américaines sans l'autorisation des États-Unis d'Amérique. Quiconque accepte de travailler dans un tel cadre ne doit pas se masquer hypocritement derrière de doux bavardages de coopération et d'amitié, mais déclarer ouvertement qu'il accepte de se soumettre aux injonctions des États-Unis d'Amérique. Comme ce n'est pas notre cas, tout le monde a compris pourquoi, en particulier, alors même que nous ne sommes pas pour le développement des ventes d'armement, il n'y a pas de chagrin chez nous à disposer de l'avion Rafale, tout au contraire. Et je rappelle à tous ceux qui voudraient l'oublier pourquoi cette décision a été prise. C'est précisément pour empêcher deux choses: la dérive des coûts constatée et vérifiée avec la construction de l'Eurofighter, avion signalé par le fait qu'à son premier essai il ne décolla pas, un surcoût extraordinaire, une absence de dimension multimission, mais surtout, il résulte de cette situation que nous n'avons pas besoin de l'autorisation des États-Unis d'Amérique pour décider de ce que nous faisons. Quand j'ai vu la difficulté de certains pays qui voulaient rester indépendants et souhaitaient disposer des moyens de cette indépendance à se fournir, ça m'a fait réfléchir, ça devrait faire réfléchir tout le monde. Ceux qui proposent qu'on en finisse, très bien, laissent-ils pour seule alternative à la France d'aller demander aux Russes des Sukhoi, comme certains pays ont dû le faire, puisque pour le reste, les États-Unis leur interdisaient d'acheter quoi que ce soit? Devons-nous être durablement dans la situation où on se demande comment on va rapatrier les hommes qu'on a envoyés, si demain, comme nous le souhaitons, une brigade interarmes est constituée, ne serait-ce que pour prolonger d'une manière conséquente ce que je viens de dire sur le rôle de l'ONU et de son commandement militaire? Est-ce que nous devons continuer à être dépendants de la bonne volonté des Russes pour nous fournir les Antonov qui permettent de transporter les hommes et le matériel? Est-ce que nous devons continuer à envoyer du monde sans se demander comment on les ramène? Et si on décide de les ramener, comment on va pouvoir le faire? C'est une discussion sérieuse. Ou bien nous sommes dans une logique de paix, de désarmement, mais aussi d'indépendance, et alors on s'en donne les moyens, où tout n'est que du bavardage. Ceci posé, reste la dernière question, celle de la dissuasion. Vous connaissez la doctrine. La dissuasion, c'est fait pour dissuader. C'est censé être une arme d'avant. Et ça repose sur l'idée que ça fonctionne après. Dans son emploi, c'est une arme posthume, puisqu'on suppose qu'on réplique d'une manière fracassante à une attaque, et que l'agresseur n'attaquera pas pour la raison qu'il pense qu'il sera fracassé.
Mais nous, les Français, nous n'avons aucune possibilité d'usage tactique de l'arme nucléaire. Aucune. Je ne fais pas l'injure à cette salle de décrire la géographie de la France, ni ses points faibles. Nous sommes quand même la nation qui a réussi à imaginer une centrale nucléaire en amont de la capitale. Nous sommes le pays qui mélange, avec beaucoup de désinvolture, l'essentiel de son industrie chimique le long d'un fleuve. Et quel fleuve? Le Rhône, et les centrales nucléaires. Si bien que, dans le cas d'une attaque, la vulnérabilité est extrême. La dissuasion est donc un outil central, mais posthume. Car il suffit d'un coup et c'est fini pour nous. Bien sûr, nos sous-marins sont en mer et la réplique serait instantanée, comme c'est normal, destructrice et cruelle. Mais est-ce une raison suffisante pour se dire que, comme c'est là, c'est bien? Non. Déjà, commençons, avant d'entreprendre quelque réflexion que ce soit, par ramener la dissuasion à son périmètre. La dissuasion ne se délègue pas. Elle ne peut donc pas faire partie d'une commande multitouche entre plusieurs pays avec qui on partagerait comme ça un intérêt commun qui par ailleurs ne se vérifierait pas ni dans les législations sociales ni dans les conceptions élémentaires qui président à l'organisation de la société. La France laïque avec le royaume de je ne sais quoi, ou tel état confessionnel, pour ne prendre que cet exemple. Car souvent on nous dit que l'OTAN serait une communauté de valeurs occidentales. Et voici d'étranges occidentaux au Japon et en Corée du Sud qui se présentent. On nous parle d'un choc des civilisations, mais en même temps on nous décrit des frontières intérieures de l'Europe, entre orthodoxes et catholiques, et ainsi de suite. Par conséquent, nous préférons, nous, asseoir nos alliances sur des principes fermement établis qui sont ceux de l'universalisme. Et donc, à cette étape, compte tenu de ce qu'est l'ordre du monde, il ne peut pas être question d'une commande multitouche du nucléaire. Et donc tous ceux qui font des discours sur l'extension de l'arme nucléaire à je ne sais quelle zone en Europe se comportent, à mon avis, d'une manière très légère, car ça n'a pas de signification concrète autre que de nous désorganiser. De toute façon, ce débat est dépassé maintenant par la stratégie du bouclier antimissile.